Bonjour à tous, ce matin, votre Midi en France est à Ribeauvillé, en Alsace, dans le Haut-Rhin, pour visiter son célèbre marché de Noël. Côté cuisine, c'est Marc Eberlin, le grand chef 3 étoiles alsacien, qui viendra nous préparer un foie gras d'oie rôti en cocotte. Magnifique recette, on s'est un peu lâché pour les fêtes, j'avoue. Côté terrain, nos chroniqueuses sont en balade dans les rues de Ribeauvillé pour vous faire découvrir cette ville et ses alentours. Nathalie et Elena. Elena est justement dans les rues de Ribeauvillé pour nous emmener faire un voyage dans le temps. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Ribeauvillé à travers ses monuments. On ira par exemple sur le château de Haut-Ribeaupierre et puis dans la tour des Bouchers qui est juste derrière moi, un emblème de la ville avec quelques anecdotes croustillantes, vous allez voir. Merci Elena, à tout à l'heure. Nathalie Schreingirma, ambassadrice du Made in France, Made in Alsace aujourd'hui, nous propose une entreprise ribeauvilloise de renommée mondiale. Bonjour Nathalie. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Effectivement, je suis au cœur de la seule manufacture d'impression sur étoffe d'Europe. Si un jour vous avez la chance de visiter les appartements du Petit Trianon à Versailles ou encore de la Maison Blanche, ça c'est plus compliqué, eh bien les tissus qui ornent leurs pièces proviennent de cette belle maison alsacienne. Vous en saurez plus tout à l'heure. Merci Nathalie Extra, à tout de suite. On complète le dispositif avec notre camarade Stéphanie Malauran de France 3 Alsace qui vient nous parler de sa région. C'est une spécialiste, normal. Et oui, c'est normal Vincent, parce que je sillonne quand même cette région depuis un certain temps. Et là, nous sommes dans un des villages emblématiques de l'Alsace, Ribeauvillé, sur la route des vins. Un village médiéval qui est vraiment resté dans son jus. Et Ribeauvillé, c'est où? Eh bien, Ribeauvillé, c'est dans le département du Haut-Rhin, un des 2 départements d'Alsace qui, comme son nom ne l'indique pas, se trouve en bas de la carte, au sud. Et oui, c'est le département le plus méridional et c'est aussi le département frontalier entre l'Allemagne et la Suisse. Et ça, eh bien, c'est important pour les Alsaciens parce que ça forme vraiment la tri-régio. Le Haut-Rhin est un concentré de belles choses et de patrimoine. Il regroupe 540 sites protégés, classés monuments historiques. C'est aussi le paradis pour les amoureux du vélo. On y compte 650 km de pistes cyclables et routes de randonnée cyclotouristiques. Le Haut-Rhin, c'est aussi beaucoup de zones de montagne. On en parlait, les Vosges, avec un point culminant, le Grand Ballon. Le département du Haut-Rhin attire 9 millions de touristes par an, dont un que l'on connaît bien maintenant, Vincent Ferniaud. Ça n'est même plus un touriste, il vient depuis un certain nombre d'années, donc il est un peu chez lui, ici, il connaît bien toutes ces contrées alsaciennes. Tu connais toute ma vie, quoi. Bonjour Vincent. Salut Stéphanie, ça va? Oh, Marc Eberlin, je t'embrasse, Marc. Bonjour Vincent. On se connaît bien, Marc et moi, depuis quelques années, oui, même si on est jeunes. On Marc, est toujours jeunes. Marc, c'est fou, l'ambiance des marchés de Noël alsaciens, ça fait rêver la terre entière. Oui, c'est vrai, c'est des belles ambiances, des ambiances magiques. Les marchés de Noël, ça attire beaucoup de monde, c'est vrai. Pour les 2-3 jours autour de Noël, oui, ça va être vraiment, les gens se lâchent et cuisinent énormément. Alors justement, qu'est-ce que tu nous prépares pour notre Midi en France, pour votre Midi en France? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un foie d'oie rôti entier, aux petits légumes, servi en cocotte et tranché. Et ça reste un plat que tu sers à ta carte? C'est un plat qu'on a à la carte, oui, tout à fait. Génial. Alors, à vos petits carnets, si vous voulez tous les trucs pour le foie gras d'oie rôti avant les fêtes avec Marc Eberlin, on va retrouver Elena Morna en attendant dans les rues de Ribeauvillé. Elle s'intéresse à un site emblématique de la ville, la tour des Bouchers, Elena. Exactement, un monument historique incontournable, Vincent, tout simplement parce que tout le monde l'utilise encore aujourd'hui pour aller d'un quartier à l'autre de la ville. Alors, il faut savoir que cette tour, elle a été construite au XIIIe siècle et elle servait justement de point de passage. C'est Bernard qui nous le raconte. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, quelle était la fonction de cette tour? Il faut rappeler qu'ici, au XIIIe siècle, la ville était fortifiée. Exactement. Donc, dès le XIIe siècle, les 4 quartiers de la ville étaient autonomes, entourés de remparts. Et chaque quartier était séparé par l'autre par une tour. Il y avait 7 tours à l'origine. C'est la dernière tour, enfin une des dernières qui reste. Oui. Puisqu'il y en a 2, celle-ci, la tour des Bouchers, et la tour des Pucelles. Des Bouchers en référence à l'abattoir qui est toujours là, qui jouxtait la tour. Exactement, c'était l'abattoir municipal depuis le XIIIe siècle jusqu'en 1888. On arrive au XVIe, la tour est rehaussée de son double. Elle mesure aujourd'hui 30 mètres et elle renferme quelques pépites, notamment
des cloches, 3 cloches qui rythmaient la vie de la population. Exactement. Puisqu'il y en a 2, hein, celle-ci, la tour des bouchers et la tour des pucelles. Des bouchers en référence à l'abattoir qui est toujours là, qui jouxtait la tour. Exactement, c'était l'abattoir municipal depuis le XIIIe siècle jusqu'en 1888. On arrive au 16e, la tour est rehaussée de son double, elle mesure aujourd'hui 30 mètres et elle renferme quelques pépites, notamment des cloches, 3 cloches qui rythmaient la vie de la population. Exactement, des villes ou de la ville neuve, qu'ils avaient un quart d'heure pour rejoindre leur quartier, sinon les portes étaient closes et devaient coucher dans le quartier où ils consommaient. Ou dans la prison, puisque cette tour des bouchers leur servait de prison. Exactement, c'était une prison pour les poivreaux et ils restaient 1 ou 2 jours enfermés dans une geôle. Allez, moi, il me reste un quart d'heure pour vous faire découvrir un autre point de vue, un des plus hauts et des plus vieux châteaux d'Alsace. Il est ici, à Ribeauvillé. Merci Elena qui nous a fait découvrir un emblème de la ville. Et ben moi je vais vous faire découvrir un emblème de l'Alsace et de la chanson alsacienne. C'est Marie-Cala. Bonjour Marie-Cala. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir. Ah oui, sur cette ambiance extraordinaire. Alors évidemment, la chanson c'est important hein, autour des fêtes, bien entendu, mais surtout dans votre vie. Vous êtes une maman qui a abandonné presque toute activité pour vous adonner à votre passion, la chanson. Et oui, aujourd'hui j'en vis, c'est une chance, c'est vraiment chouette. C'est vraiment une chance. Et est-ce qu'il y a, dans l'esprit festif là, des fêtes de fin d'année, vous avez, je dirais, plus d'activités qu'à la normale? Ah bah oui, en fin d'année, d'autant plus qu'on a un spectacle spécial pour les fêtes de Noël où on reprend des chansons traditionnelles, donc c'est un gros mois pour nous. Ouais. Alors, l'Alsace, vous la connaissez bien et c'est aussi à ce titre évidemment que vous êtes avec nous parce que nous, on aime avoir des gens qui nous racontent leur Alsace. Vous l'avez jamais quittée, vous avez toujours été ici. Eh oui, Eh une vraie Alsacienne. Une vraie Alsacienne. D'où est-ce que vous êtes native? Pas loin d'ici? Moi j'ai vécu pendant des années à Guebwiller, à Bulle. Ah, bah Guebwiller, un petit peu au sud, hein, je dirais, au montagne, bout de la route des c'est vins. ça, dans la montagne. Bon, vous aimez la cuisine? Ah bah oui. Cuisiner un peu? Avec votre invité, je crois que... Ah bah là, on a la Rolls de la cuisine alsacienne. Alors Marc, on commence comment notre recette? Alors on commence d'abord par tailler nos légumes, des céleris, des carottes, des poireaux qu'on taille en gros dés, on mirepoix, va dire. une grosse mirepoix, voilà. Vous avez vu, là, on est dans une recette d'essence Voilà. paysanne. Tout à fait. C'est une recette très simple, il faut un foie d'une bonne qualité. Bon, je te laisse faire la Oui. préparation, Marc. Pendant D'accord. ce temps-là, je m'occupe de notre invité un petit peu. Alors, je me disais, Marie-Cala, est-ce que c'est vraiment un vocable alsacien, Marie-Cala? Bah oui, Marie-Cala, ça signifie petite Marie en alsacien. Ah, d'accord. Eh oui, mes grands-parents, Le les suffixe musiciens. ala, c'est petit, c'est mignon, c'est... Ouais. Exactement. Mais comme Manala, Oui, il y a Marc et Berlin qui dit Manala ouais. aussi, ouais. Manala, Bredala, Maricala, tout ça on le met dans le même panier. Tralala, tralala. Ouais, pour une chanteuse, c'est bien, évidemment. Hein, parce que kala, en grec, c'est plutôt joli. Alors, ça marche aussi. Hein. Oh, c'est gentil, voilà, Vincent. la jolie Oh, Marie. bravo. Ah bah, ce serait pas mal, effectivement. Stéphanie, il y a une seconde, Elena Morna nous parlait de la tour des bouchers. Alors, c'est pas la seule tour, évidemment, en Alsace. Il y en a beaucoup. Par exemple, à Kaisersberg, où on était l'année dernière. Oui, il y a la tour Kessler. Mais alors, c'est un ensemble. Elle fait partie de 6 tours. Il en reste 5. Elles ont toutes été construites entre le 14e et le 15e siècle. Celle-ci, c'est la plus grande. C'est la plus haute des tours, la tour de défense. Elle a fut construite en 1371. La porte d'origine pour y accéder à cette tour se situe en hauteur. C'est un peu sa particularité. On y accédait par une échelle et que l'on retirait pour la protéger des assaillants. Voilà. Alors, on m'a parlé aussi d'une tour à Lapoutroie. Moi, Lapoutroie, je connais parce que pour moi, c'est un peu le royaume du Munster, en tout Oui. cas l'ouverture de la vallée là-bas. Il y a une belle tour là-bas. Alors, il y a une tour, ça n'a rien à voir avec la tour Kessler. Son nom, ça vient du massif du Faudé, hein, qui est à 773 mètres d'altitude. Donc, Faudé. voilà, elle a connu les vicissitudes de l'histoire, cette tour, parce que la première est née au 19e siècle grâce au club vosgien, le fameux. On ne ferait rien seul club vosgien en Alsace. Et c'est une tour d'observation, mais elle a été détruite en 1915 parce qu'elle servait d'observatoire aux Allemands. Donc, elle n'a pas résisté aux obus de l'armée française. Et près de 20 ans plus tard, elle a été reconstruite en 1934. Cette fois-ci, elle était octogonale parce que la première fois, elle était carrée, elle faisait 12 mètres. Ensuite, elle a été octogonale, elle faisait 16 mètres 50 plus haut. Et elle permettait aux promeneurs, justement, de venir s'y balader pour découvrir les paysages welsh. Elle a été détruite à nouveau en 1944 et reconstruite
en 2002 grâce à ceux qu'on appelait les FADA pour la tour du Faudé. Voilà, c'est une association qui voulait absolument avoir sa tour de 16,50 mètres au-dessus. T'es trop forte, Stéphanie Malorand. Hein. Elle connaît bien, hein. Elle connaît bien sa région. Je me suis bien renseignée aussi. Oui, hein. mais c'est normal, hein. Tu es là pour ça, évidemment. Bon, alors il ne faut pas faire attendre le chef, sinon il se refroidit. Ça y est, on a terminé, on a notre garniture de légumes. On va d'abord poêler le foie. Ah, génial. Alors on prend dans la cocotte directement. Il faut une cocotte bien chaude, hein, comme toujours. On ne met pas de matière grasse parce que un tout petit peu. On peut mettre une petite goutte d'huile d'olive. Voilà, c'est ça. Hein? Alors on va assaisonner notre foie. Alors un beau foie d'oie, c'est toujours un petit peu plus clair que le foie de canard, le foie d'oie. Oui, il est plus clair. Il faut qu'il reste souple. Parce qu'un foie qui reste ferme a beaucoup de graisse et beaucoup de gras, et c'est ce qu'on va perdre à la cuisson. D'accord, alors autant qu'il soit souple. Voilà. Voilà. Tu l'assaisonnes sel et poivre, comme ça. Accru, voilà. Ensuite, je vais le faire colorer. Ça y est, on entend qu'il craquette. On entend, oui. Ça chante. Ça chante. Hein. Là, c'est le midi. Bien, pendant que notre foie d'oie commence à caraméliser, on va retrouver Nathalie Schran-Guillermin qui est justement à la découverte d'une entreprise ribeauvilloise qui fait de l'impression sur étoffe. C'est unique ici. Oh oui Vincent, de Washington à Versailles en passant par les plus beaux endroits de la planète, eh bien quand on a besoin d'une nappe prestigieuse, d'une nappe de qualité, on fait appel à cette belle manufacture alsacienne qui est située ici à Ribeauvillé. Alors je suis désolée, je crie un peu, mais là je suis en plein cœur de l'atelier, c'est assez bruyant. Donc là je suis surtout à l'étape la plus impressionnante et la plus délicate, c'est celle de l'impression. Mais avant d'imprimer nos différents motifs, on doit préparer le tissu. Regardez, ce tissu, il a été flambé, il a été blanchi, il a été surtout solidement fixé à cette table qui fait 60 mètres de long. Pour le fixer, on a vaporisé de la colle, on a passé le tout au fer chaud. Tout se fait à la main de façon artisanale et enfin on peut passer à l'impression. Alors Didier, vous êtes chef d'atelier ici, expliquez-moi comment on procède pour l'impression. Alors 2 imprimeurs, l'un en face de l'autre, qui règlent comme une petite sorte de balai, bien synchronisés tous les deux. Donc ils impriment les couleurs, ils l'étalent parfaitement au niveau de l'impression, au niveau du cadrage, pour vraiment que ça soit parfait. Donc il faut bien se connaître, on fonctionne par binôme. Ah oui, nous ici, il n'y a pas d'école pour ça, on imprime avec l'expérience. Voilà. À chaque cadre, une couleur, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Oui, tout à fait, donc derrière vous, vous avez une harnais, la nappe du millénaire, 22 cadres, 22 couleurs. Vous êtes déjà monté jusqu'à combien de cadres ? C'est déjà arrivé à 30, 40, 50, voilà, on a plus de possibilités à la table, à l'impression main. Quand on les voit travailler, ça a l'air tellement simple, mais j'imagine qu'il faut des années de travail pour maîtriser le geste, pour maîtriser aussi ces cadres qui ont l'air quand même assez lourds. Oui, 20 à 30 kilos chaque cadre qu'il faut porter autant de fois qu'on imprime par rapport à 50 mètres. 50 mètres, en fait, c'est les impressions, l'impression à la table que l'on a, la longueur de nos tables. Donc, c'est vraiment un savoir-faire. On acquiert ça par expérience, comme dit. Ici, au cœur de l'atelier. Oui. Mais une fois que le tissu a été imprimé, c'est pas fini pour autant. Maintenant, il faut fixer la couleur. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Merci Nathalie, à tout à l'heure. Alors Marie-Cala, vous connaissez ce linge de maison à l'alsacienne ? Ah oui, bien sûr. Est-ce que ça fait partie, d'un folklore, ou est-ce que c'est vraiment utilisé dans chaque maison ici, il y a ces pièces de lingerie ? C'est encore très utilisé en Alsace, on tient beaucoup aux traditions et c'est quelque chose qui reste. Oui, parce qu'on peut dire que réellement, dans chaque maison, il y a ça, et ça fait vraiment partie de cette ambiance alsacienne qu'on recherche quand on vient à l'hôtel ici, quand on est en tourisme, c'est d'avoir ce côté un peu cosy, typiquement alsacien, oui, avec des belles étoffes. Vivace. Ouais. Le confort aussi. J'ai entendu dire qu'il y avait du linge fait à partir d'orties. Alors là, effectivement, ça doit réchauffer quand les orties... Mais ça pique pas, c'est avec les tiges d'ortie, c'est pas avec les feuilles. Comme le lin, en fait. Voilà, comme le lin, parce que le coton, finalement, eh bien, c'est pas très écologique, hein, ça consomme beaucoup d'eau, il faut des pesticides pour les champs de coton, alors que pour les orties, eh bien, c'est économe en énergie, il faut moins de pesticides. Et ça existait d'ailleurs au 19e, au début du 20e siècle, ça a été abandonné au profit du coton, mais là, il y a une filière qui veut se remettre en marche, justement, pour toutes ces raisons vertueuses d'écologie. Et du coup, il y a un groupe alsacien qui possède plusieurs entreprises qui ont décidé, plusieurs entreprises textiles, qui ont décidé de remettre en marche cette filière d'ortie, une mauvaise herbe qui pourrait bien révolutionner l'industrie du tissu. Alors, vous voyez, au milieu de ce champ, il y a Adrien Triter qui cultive cette plante que beaucoup ont l'habitude de combattre ou de fuir. Pourtant, t'as raison. pourtant, eh bien, elle est vertueuse. Et ce chercheur agronome effectue une batterie de tests
teste en laboratoire et il compare différentes variétés d'orties. Et maintenant, on en fait des vêtements. Il y a une vraie filière qui se développe en Alsace. Ça vous tente ça, Marie-Cala, des vêtements en ortie? Si ça pique pas, ça me va. Oui, non, C'est comme du lin, un petit peu. c'est un peu comme du lin, hein. Ouais. C'est assez ligneux, effectivement, la tige est assez solide. Le côté écologique, ça me parle. L'ortie, personnellement, je sais pas pour toi, Marc, mais moi j'en fais de la soupe. Les soupes d'ortie, Ah, j'allais te dire. c'est oui. très Ça bon se pour la fait ici santé, aussi. Comme j'étais à l'école à Ribeauvillé, j'étais nourri par une dame qui était écolo avant l'heure et qui nous faisait une fois par semaine de la soupe d'ortie. Elle n'est plus de ce monde. Ça mais- coûte pas cher et c'est assez Ouais. bon. Hein, mélangé Oui, à des c'est pommes bon, de terre, on peut faire des poireaux, choses etc. magnifiques, ça se mélange. Les amis, vous ne rêvez pas, vous avez reconnu cet homme, c'est Marc Eberlin, notre chef 3 étoiles alsacien, qui nous prépare aujourd'hui un foie Voilà. gras rôti. Alors, oh là, t'as déjà rajouté les oignons. J'ai rajouté les Oh là là, petits oignons. magnifique, On a- magnifique. Vous avez vu comment il se colore, le foie d'oie, hein, c'est beau, hein, ça se Et on caramélise va en rajouter surface. maintenant les petits champignons. Champignons de Paris. Paris ou girolles. D'accord, hein, voilà, Un juste peu pour de beurre donner- quand même pour les légumes. voyez, là c'est pour les légumes, hein, parce que le foie, lui, il a sa graisse. Et encore, Voilà. je trouve qu'il perd Non, il très perd peu. pas, hein. il perd pas. Il perd très peu. Et on va mettre un peu de légumes carottes, autour, voilà. céleri Carottes, boule, céleri, poireaux. poireaux. Et on va le faire revenir un peu. Ça sent bon ici. Stéphanie, on va profiter de ce beau ciel ici pour s'envoler un petit peu au-dessus de Ribeauvillé, non? Eh bien oui, parce qu'ici, il y a quand même pas mal de places, il y a des châteaux, il y a des tours, mais alors il y a une place, la place de la Cine, qui est vraiment représentative de l'Alsace, parce qu'il y a toutes les maisons à colombage autour, et le centre de cette place est atypique, il est orné d'une fontaine surmontée d'une statue féminine qui représente, devinez quoi? Eh bien la ville, Ribeauvillé elle-même. Elle porte différents symboles, hein, tels que le raisin, le tonnelet de vin, les écussons des communes du canton. Et pourquoi? Parce que la Cine, ça veut dire une jauge. Et c'est dans ces jauges que se trouvait le vin avant d'être mis dans les tonneaux. C'est un Ribeauvillois qui m'a expliqué cela. Et donc la place de la Cine, c'est un endroit important à Ribeauvillé. Eh bien, tu sais quoi, on va rester en hauteur au-dessus de Ribeauvillé, mais enfin quand même les pieds sur terre, puisqu'on est avec Elena Mornin, qui se trouve juste derrière, là-bas, un peu sur les hauteurs. Elle va nous présenter un haut lieu de la ville, un haut lieu défensif. Elle va nous expliquer pourquoi, Elena. Un haut lieu, Vincent, exactement. Haut comme 642 mètres, c'est la hauteur à laquelle je me trouve, au pied du château des Hauts-Ribeaupierre. Regardez, c'est un château qui date du XIIe siècle. C'est le 3e château de Ribeauvillé. Alors pourquoi 3 châteaux ici dans cette ville? Pourquoi autant de châteaux en Alsace? Puisque l'Alsace compte pas moins de 380 châteaux. C'est celle qui en rassemble le plus. Je retrouve Bernard. Alors Bernard, pourquoi autant de châteaux en Alsace? Pourquoi 3 châteaux à Ribeauvillé? Alors déjà, le nombre de châteaux qui est impressionnant, c'est la plus grande densité de châteaux en Alsace, est liée au fait que l'Alsace est un lieu de passage économique entre la Méditerranée et l'Empire germanique. Et les châteaux de Ribeauvillé, c'était une famille de nobles très très cotée dans l'Empire et qui avait un château princier en contrebas. Et le château du Haut-Ribeaupierre, où nous sommes actuellement, est un château qui était destiné à défendre le château princier, qui a également été construit dans les années 1100-1200. Alors, juste pour que je comprenne bien, pourquoi autant de châteaux en Alsace? C'est parce que chaque noble qui en construisait un, son rival devait en construire un autre pour montrer qu'il était plus fort. C'est bien ça, en fait. Absolument, on se marquait la culotte à l'époque. Alors, ici à Ribeauvillé, 3 châteaux qui ne sont pas donc concurrents les uns les autres, mais 3 châteaux, il faut le dire, qui ont été construits sur des sites gallo-romains, et ça, vous venez de l'apprendre. Absolument. Donc le château, on a des preuves archéologiques que le château a été construit à peu près au 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ. Oui. C'était un oppidum romain. Et alors, on va parler quand même de son donjon qui a une particularité déjà, c'est qu'il est rond. Donc c'est un des seuls donjons ronds en Alsace, mais qui a surtout servi de geôle pour des prisonniers de marque, notamment des prisonniers anglais et français, et qui n'ont été libérés qu'après de fortes rançons. Et certains nobles, comme le Harleston, a été emprisonné pendant 2 ans dans ce donjon. Un donjon qu'il faut absolument préserver, restaurer d'ailleurs, puisqu'il est construit sur un rocher, lequel rocher s'écarte. Donc on attend une restauration pour visiter en sécurité ce donjon et ne pas y rester 2 ans comme certains prisonniers.
Merci Elena, à tout à l'heure. Alors Stéphanie, les châteaux ici, bon, Oui. ça fait partie évidemment du patrimoine alsacien, mais Bien sûr. même de la vie quotidienne des Alsaciens. Oui, enfin, ce sont surtout des ruines hein, maintenant, mais en tout Ah cas, oui, bien sûr. ça fait partie de l'histoire et c'est en nous, on les voit tout le temps, on les aperçoit, comme le château du Huckstein. Alors celui-là, il est du XIIIe siècle, hein, construit en 1227. Il est situé au cœur de la principauté abbatiale de Murbach et il était la résidence de l'abbé de Murbach, le fameux, vous savez, celui qu'on appelait Hugo de Rothenbourg. C'est pour ça que le Huckstein, ça veut dire le rocher de l'abbé Hugo. Et je crois que, Marie-Cala, vous le connaissez bien, ce château. Bah, ce château, c'est mon château, pardon. Ah pardon, C'est désolé. la châtelaine Marie-Cala. C'est le Votre mien. Excellence. Il s'agissait de ma résidence secondaire quand j'étais petite. Ah oui, J'y vraiment. courais, je me racontais des histoires. On allait chercher avec les copines les grottes en dessous, les petites cachettes. Ah, c'est magnifique. D'autres châteaux en réserve, Stéphanie? Et pourquoi pas le château du Hollandsbourg, Bah carrément, le Hein Hollandsbourg. 13e siècle aussi, 1279, qui a été réalisé sur ordre de Rodolphe de Habsbourg pour veiller sur la ville impériale de Colmar, ainsi que sur les frontières ouest de l'Autriche antérieure. Alors il s'est progressivement modernisé au 15e, 16e siècle, et il s'est même doté d'un bastion pour l'adapter à la défense par l'artillerie. Vous le connaissez celui-là ? Un peu moins, il est magnifique, il est très grand celui-ci par contre. Oui, il est énorme. Alors par contre, il a été démantelé. Les Suédois s'en emparent en 1633, puis la garnison française qui le fait sauter en 1637. Et aujourd'hui, on en visite les ruines, mais c'est un château qu'on aime beaucoup ici. Alors Marc Voilà. Eberlin, notre grand chef alsacien qui est avec nous. Tu regardes Midi en France Toujours. C'est à l'heure où on mange, on te voit tous les jours. Ça, c'est la chance de C'est Midi en France, formidable. juste avant le service. Hein. Alors là, on va ça a rôti, tu Là, déglaces. On déglace au Porto, rouge. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Oui, Pas avec du vin malheureusement. alsacien? On peut le faire avec On peut du faire avec une vendange Gewürz tardive, aussi. On peut par le exemple. faire avec une vendange tardive, tout à fait. Et là, on va ajouter un peu de fond de veau. Et ça, Voilà. ça va apporter toute l'onctuosité à ta sauce. L'onctuosité du plat. Maintenant, disons notre foie